me présente en 15 secondes, non pas pour savoir qui je suis, on a à peu près rien à faire, mais pour savoir d'où je parle en fait. Donc je suis géographe et politiste, je suis enseignant-chercheur à Lyon. Et ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur des problématiques écologiques en lien à l'aménagement au territoire et à l'aménagement du territoire. Voilà. Et je viens de beaucoup d'enquêtes qu'on a pu mener dans les années 2005, 2010, 2015 auprès d'habitants qui étaient légèrement dérangés par tout un tas de grands projets qui sont totalement essentiels au devenir planétaire, des aéroports, des lignes à haute tension, des lignes TGV, etc., pour s'apercevoir globalement que, les habitants n'étaient pas entendus, on le savait déjà un peu, mais surtout qu'il y avait une matrice derrière. Voilà, il y a une doctrine d'aménagement, et que ces grands équipements-là traduisent quelque chose de singulier dans notre manière de se figurer, de futurer ce que pourrait être une société aménagée. Voilà. Donc, du coup, on en est arrivé à l'idée, le on en question, parce qu'on a créé un mouvement qui s'appelle Mouvement Post-Urbain, dont Jonathan a rappelé l'existence, depuis maintenant 3 ans, qui vise à simplement considérer, je commencerai par là, que globalement, à horizon de 30 à 40 ans, face à la grande responsabilité de nos gouvernants, il vaudrait mieux qu'on s'organise un peu différemment. Voilà. Et que du coup, plus qu'un aménagement, ou alors un ménagement, parce que vous avez beaucoup dans les savoirs de l'aménagement, cette idée qu'il faudrait ménager, en fait plutôt un déménagement. Des collègues géographes, en l'occurrence Maurice Lelanoux dans les années 70, alors de manière un peu critique, parlait de déménager le territoire, parce que pour lui les politiques d'aménagement du territoire déménageaient les cultures locales, et on a décidé de reprendre le terme de telle manière à envisager un véritable déménagement du territoire. Alors c'est pas nous avec nos petits bras qui allons y arriver, mais il y a bien quelque chose qui se trame derrière, et qui est qu'à 30 ou 40 ans, il va bien falloir poser cette option-là. Voilà. Et du coup, on est à un moment du mouvement où les 3 premières années, on a plutôt cogité. Ça fait du bien, mais ça va bien, 2 secondes. Et les 3 qui s'annoncent sont plutôt sur une formalisation politique du déménagement en question. Et du coup, les biorégions que l'on connaissait par ailleurs sont apparues comme une modalité, à condition d'en discuter. Ça sera un des objets. Et bien évidemment, parce que les institutions vont laisser faire, comme elles savent habituellement, il y a bien la question des institutions et des formes d'intervention, des types de dispositifs, des règles de droit, de l'État policier, etc., qu'il nous faut se poser à un moment donné. Donc c'est assez critique, vous l'aurez commencé à le remarquer, un peu radical, je ne sais pas ce que ça veut dire véritablement. Je vous propose quelque chose en 3 temps, pour une trentaine de minutes, qu'on ait le temps après de discuter. Le premier temps sera de dire globalement qu'on a un petit souci avec l'urbanisation généralisée et la métropolisation. Je pense que si vous êtes ici, je ne vais pas faire des tonnes, je vais juste rappeler 2-3 éléments pour comprendre à quel point c'est pas simplement une question de toiture végétalisée ou d'agriculture urbaine. Voilà. Ça va bien au-delà, et le problème qui est posé est beaucoup plus tellurique que la manière dont les politiques nous en parlent à longueur de temps. Le deuxième temps sera de dire, et c'est peut-être l'orientation que je donnerai suite à la discussion préparatoire qu'on a eue avec Jonathan, les échanges qu'on a pu avoir, c'est de voir un peu quitter les villes, ça va, démétropoliser nos formes de vie, très bien, mais ça repose la question du politique derrière, et des formes politiques. Donc de la forme État, avec laquelle il va falloir en découdre, de la forme commune, et là il y a des vieilles traditions, et elles ne sont pas toujours nourries de l'écologie, soyons clairs. Donc on aura un deuxième temps, un peu touchy, où il faudra discuter des formes politiques de la sécession, qui n'est pas nécessairement une désertion, du déménagement dont j'ai parlé, et qui repose un peu les bases de la manière dont on s'organise. Voilà. Selon quelle modalité, par quel pouvoir, pour quelle finalité. Et le dernier temps sera sur la biorégion comme proposition d'alliance de l'ensemble des subalternités. Ça va? C'est bon pour tout le monde? J'ai déjà paumé la moitié, les 2 tiers. Ça va? Ouais. On va commencer par un truc que vous connaissez aussi bien que moi. En quoi les villes sont un problème? Parce que c'est un problème. Voilà, premier point c'est fait. Alors deuxième point, l'État. Je suppose que vous êtes au parfum, je ne vais pas en faire des tonnes ou des caisses là-dedans. Je ne fais pas de la retape, mais bon, j'ai écrit 2-3 bouquins là-dessus. Si vous voulez plus étoffer la chose, je vous y renvoie. Voilà, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est pas un souci, on peut les trouver facilement. Il y a notamment les métropoles barbares en 2018 et le dernier qui s'appelle Indécence urbaine. Le dernier est très ouvert sur la proposition biorégionale de la 3e partie, alors que les métropoles barbares étaient plutôt sur la critique métropolitaine. Donc je vais m'appuyer là-dessus pour la critique métropolitaine. Je le disais déjà hier, alors qu'Isabelle organisait aussi une grande conversation. Par exemple, il y a 19% de la population mondiale qui vit aujourd'hui dans des villes qui s'enfoncent sous le poids du béton et du pompage des nappes phréatiques.
Ça s'appelle la subsidence, en des termes chatoyants de mes collègues scientifiques. C'est proprement tellurique en fait. Voilà, le sol se dérobe sous le poids du béton et du pompage des nappes phréatiques. 19% de la population mondiale vit dans des environnements urbains qui connaissent ce type de mécanisme. Alors on pourrait dire Jakarta, Téhéran, Mexico, c'est assez loin. Bordeaux vient de rentrer dans la danse et New York aussi. Alors si New York entre dans la danse, croyez-moi bien que c'est en train de s'agiter dans les mondes de l'aménagement. Bon. Autre petite donnée, à 2100, vous aurez 79% d'une population mondiale qui vivra des canicules mortelles de 2 semaines à 4 mois par an. Et bien évidemment, à 90%, ces gens-là seront dans les villes, les grandes villes. Paris est annoncé à 50 degrés, Lyon à 52, Montpellier à 53, à horizon de 2050. Voilà les petits soucis avec lesquels on va devoir finalement frayer, ou en tout cas que l'on va devoir intégrer. Et les politiques publiques proposent quoi ? Proposent des demi-mesures, des choses qui sont assez insignifiantes, pour ne pas dire totalement aggravantes. Insignifiantes parce que le tout bio, le tout éco et le tout vélo, ça va bien 2 secondes. Voilà, ça ne changera rien. Les toitures végétalisées ne rendront pas autonomes des villes de centaines de milliers d'habitants. Les jardins partagés, c'est bien pour l'éducation, c'est bien pour la sensibilité, mais ça ne changera rien au problème tellurique qui nous est collectivement posé. En fait, la matrice derrière, elle est d'ordre économique, soyons clairs. Le temps métropolitain des 50 dernières années, c'est le temps néolibéral d'une ère qui s'appelle thermo-industrielle et capitaliste, et qui puise encore à plus longtemps. C'est-à-dire que le problème avec lequel on doit en découdre aujourd'hui, si tant est qu'on en ait la volonté, il y en a qui sont très très bien insérés, voilà. Mais il va y avoir quelques gouttes de sueur quand même, donc peut-être que ça va amener à réfléchir. Le problème avec auquel on fait face, c'est que la ville, c'est pas simplement un agglomérat de corps destiné à l'employabilité ou à l'activité économique. Il y a des siècles et des siècles de justification de la ville comme supériorité de l'humanité sur toute autre entité du vivant. C'est un fait de civilisation, j'aime pas forcément le terme, surtout en ce moment, où il est travaillé de manière un peu crapuleuse, mais néanmoins, c'est bien quelque chose qui renvoie au temps long de l'épopée des villes, qui remonte à la sédentarité, à la sédentarisation de la révolution néolithique. Les villes ne se ressemblent pas aujourd'hui telles qu'hier, je ne vais pas non plus faire un historien de comptoir, mais néanmoins, à chaque époque, effectivement, les villes ont toujours symboliquement, dans l'imaginaire collectif, représenté une supériorité. Une supériorité qui, par le patrimoine, qui par le commerce, qui par les échanges, à différents endroits, ça a pu bouger, sa géographie a pu évoluer. Les villes littorales ont joué un rôle déterminant au moment des empires. Les villes industrielles continuent aujourd'hui. Dorénavant, c'est plutôt la big tech qui structure un peu la géographie métropolitaine. Mais on a là quelque chose qui est du ressort d'une métaphysique psychopolitique, soyons clairs, où on est tous et toutes embarqués dans cette réalité-là. Peut-être qu'on en discutera après. Vraisemblablement, chacune et chacun y est passé à un moment donné dans la ville, pour s'y forger, s'y construire. Tout ça est véhiculé avec des valeurs de supériorité, l'émancipation, la réalisation, le brassage, la diversité, etc., etc., etc. Et le problème, c'est que, bien évidemment, alors que c'était annoncé dès les années 60-70, je vous parlais du déménagement, Maurice Lelanoux, mais Charbonneau y était, Ellul y était, Gorz y était, Illich y était, tout le monde y était, sur l'idée qu'il va falloir désurbaniser à un moment donné. Voilà. Ici comme ailleurs, mais particulièrement en domaine de l'écologie, on a perdu 50 ans. Et bien évidemment, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire l'invivabilité annoncée des grandes densités urbaines à horizon de 30 à 50 ans, tout au plus 60 pour ceux qui seraient les plus optimistes au regard des modèles qui tournent en ce moment. Bon. Et alors là, du coup, économiquement, il y a quelque chose qui va se réaliser, puisque la dynamique première, les mécanismes sous-jacents à cette réalité-là, sont des dynamiques et des mécanismes pleinement économiques. Il n'est pas du tout intégré la descente énergétique et la compression de la matière, qui elle-même est annoncée et qui est engagée, et qui fait que les vies urbaines trépidantes et surstimulées, celles qui exploitent des hectares fantômes et des esclaves énergétiques à longueur de journée, qui n'ont aucune capacité d'autonomie. Les 100 premières villes de France ont 3 jours d'autonomie. Alimentaire, pardon. 1 jour d'autonomie énergétique. Tout ça n'est pas du tout intégré dans des programmes politiques. Alors à moins que j'ai mal suivi la dernière actualité des dernières 24 heures, parce que je ne suis pas toujours à l'affût de ces conneries-là, mais sincèrement, j'ai pas vu un programme émergent en nous disant à un moment donné, les villes vont représenter un problème. On est plutôt en train d'accélérer dans une roue, d'accord ? C'est-à-dire que confinement, pandémie ont instillé l'idée que finalement les villes étaient vulnérables, mais qu'elles avaient les solutions à leurs propres trépas ou à leurs propres difficultés.
Bonjour. Du coup, pourquoi je fais ce détour par les programmes politiques ou les mondes militants en général? Parce que, en fait, vous l'avez certainement remarqué, il n'y a aucun aujourd'hui, enfin en tout cas, les dynamiques ville-campagne qui se sont construites autour de cette asymétrie symbolique, des fiertés qui ont été retirées aux ruralités au profit des villes qu'il était bon de peupler pour se réaliser. Cette asymétrie-là se retrouve sur l'échiquier politique, voilà. De manière, à vous de vous faire une idée, on en discutera à un moment donné, mais en tout cas dans les cultures de gauche, oui j'ai oublié de dire que je suis plutôt de formation anarcho-libertaire à la base, mais dans les pensées de gauche, on sent bien qu'il y a un petit souci avec cette idée d'en finir peut-être avec les villes. Parce que le récit dominant, il est que dans les villes, on s'y réalise, on s'y émancipe, on s'arrache d'une condition d'entrée, on va s'y anonymiser, on va vivre des différences que les campagnes et les ruralités n'offraient pas, disent-ils, voilà, à discuter. Donc, cette idée, à un moment donné, que finalement, la relation entre ville et campagne se retrouve conjointement sublimée, voire subsumée par nature-culture, globalement. La nature aurait été sanctuarisée, mais néanmoins faite à la main de la ville, soyons clairs. L'agriculture industrielle, l'exode rural forcé, il n'a pas été forcé parce que des gens ont décidé de s'autogérer. C'est parce qu'il fallait nourrir, bien évidemment, les bouches qu'on réunissait dans les villes. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire que l'artificialisation de la France, c'est pas 10% du manteau bâti, c'est 50% si on y met la surface agricole utile de l'agriculture conventionnelle. Donc la métropolisation fait la totalité du monde à sa main, soyons clairs, y compris très loin des concentrations urbaines. Mais ce type de propos-là a du mal à éclore dans les pensées politiques un peu installées. Et pourtant, il s'agit bien là de réviser le cadre de pensée, de faire rentrer l'écologie, mais alors pas une écologie de bureau, pas une écologie punitive, pas un environnementalisme gestionnaire, comme ça nous est proposé dans les villes, mais une écologie du vivant, autrement, en action. Mais vraisemblablement en dehors des grands programmes d'intervention, que ce soit des politiques publiques ou des élections avec une offre politique à la clé. Et c'est là où, dans cette anomie du politique, il y a aussi, bien évidemment, des propositions qui émergent. Mais je fais juste un petit détour parce qu'on a de coutume, et à juste titre, l'habitude de présenter finalement les concentrations urbaines, l'avènement et la croissance des villes, l'urbanisation généralisée du monde. On a l'habitude de présenter ça comme le fait de l'économie. Le surprofit, la valeur qu'il faut absolument produire, la rente immobilière. Ah oui, la rente immobilière, c'est 217 000 milliards de dollars aujourd'hui. Voilà ce que ça représente, en stock. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un peu quelques intérêts derrière ça. On a de coutume, et je redis à juste titre, de présenter ça comme une construction économique. Mais il y a un petit sujet qui fâche, et qui se retrouve justement dans l'anomie de la programmatique du politique. C'est que ça compose, voire même, ça s'appuie sur des dispositifs politiques. En fait, l'anthropologie culturelle et politique nous enseigne que la ville, depuis qu'elle était à son stade proto-urbain, a toujours été appuyée sur deux dimensions, l'une économique, le commerce et l'échange, et une autre qui est politique. Les États naissent des cités, les cités-États. Les grandes institutions, par nécessité de gouvernement des corps qu'on a réunis, par nécessité de dispositifs biopolitiques qu'il nous faut absolument mettre en œuvre pour contenir, organiser, déléguer, se spécialiser, c'est ça la ville. Les villes ont accouché de formes politiques qui, tout au long de l'histoire, ont elles-mêmes produit ce que aujourd'hui nous avons en face de nous, c'est-à-dire l'État. Il faut toujours se souvenir de ça si on veut à un moment donné commencer à poser véritablement la question de que faisons-nous maintenant, comment nous organisons-nous, comment nous composons ou pas avec l'État. L'État n'a pas la neutralité que certaines pensées militantes veulent bien le véhiculer. Les institutions d'État poursuivent, alors peut-être à leur corps défendant, je ne dis pas que tous les fonctionnaires dont je fais partie de l'enseignement, sont pervertis par cette chose-là, mais le dispositif, l'organisation, est elle-même tendue vers, sur les 2 siècles écoulés, le régime de croissance et le développement. C'est pour ça que l'État produit des enfants qui, de manière concanée, les poupées gigognes, vont s'incarner à l'échelle des territoires
qui dans le cadre d'intercommunalités, qui dans le cadre de bassins de vie, en fait, on a les métropoles, les méga-régions, les intercommunalités XXL, et tout le régime d'aménagement, en fait, est porté par l'État et déterminé par sa filiation, son alliance objective, hein, avec le point de croissance qu'il faut aller chercher avec les dents, et avec l'ère néolibérale particulièrement aujourd'hui. Le statut métropolitain a été créé en 2014 et 2015 pour entériner ce processus de concentration des richesses dans les villes et donner les moyens aux acteurs territoriaux d'entrer en compétition et en concurrence internationale. Ce qui fait que Lyon va rivaliser avec Manchester, mais son arrière-pays dans l'Ain, il n'en a plus grand-chose à faire, soyons clairs. Donc il y a une forme d'arrachement, vous voyez ce que je veux dire? Les institutions ont produit des territoires qui, totalement asymétriques, ultra polarisés à un endroit et un peu désertifiés entre guillemets à d'autres endroits, les campagnes, évoluent dans un univers qui n'est pas le même en fait, des univers parallèles, et ça c'est bien une construction politique. Les formes État ont accouché de l'ère néolibérale dans laquelle nous évoluons. Et loin d'être la solution, l'État aujourd'hui est plutôt un problème qui nous est collectivement posé. Après, comment on fait avec cette chose-là? C'est le deuxième temps que je vous propose, qui est quelle serait l'organisation qui favoriserait peut-être le déménagement que j'ai commencé à évoquer. Alors commençons par ce déménagement. En fait, on sait depuis les années 70 qu'il y a un débranchement à bas bruit, en France comme ailleurs, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui, suivant les enquêtes qui remontent aux années 1950, disent clairement que la densité urbaine devient une réelle contrariété. Ça n'est pas l'appétence sociale, toute classe sociale confondue. J'insiste sur ce paramètre-là. C'est connu depuis 70 ans qu'on allait avoir un problème avec les surconcentrations, qu'à un moment donné, ça allait plus que poser question. Et dorénavant, les enquêtes qui sont dédiées attestent bien que ça sature, ça fatigue, ça étouffe, ça asphyxie. Voilà les termes qui sont utilisés par la majorité des personnes qui sont enquêtées sur leur vie urbaine, et particulièrement métropolitaine. Donc, premier élément, le débranchement, il ne date pas d'hier. Il a été mis en visibilité il y a de cela 3 ans, avec pandémie, confinement, mais ça n'a fait que, tout simplement, dans l'état de sidération, révéler quelque chose qui était à bas bruit depuis une 50aine d'années. On estime que 5 millions de personnes ont quitté les cœurs métropolitains depuis 1970. Voilà. Plutôt pour faire grossir le périurbain, hein, qui est un autre visage de métropolisation, mais un bon 15%, entre 10 et 15%, sont allés repeupler les campagnes dans le forme de néo-ruralité. On en est à la 7e vague de néo-ruralité. Donc voilà, il y a des dynamiques d'ordre populationnel qui s'affranchissent un peu du diktat de l'employabilité urbaine et métropolitaine et de la nécessité de toutes et tous continuer à aller s'y engouffrer, s'y entasser ou simplement y vivre par, là aussi, historiquement, la formation par exemple. Il y a une vieille idylle entre l'académias et la cité-État. Les universités sont où? Dans les grandes villes. Voilà. Et il n'y a jamais eu d'université, encore moins au classement de Shanghai, qui était dans une ville de moins de 200 000 habitants. Ça n'existe pas. Donc tout est réuni pour que économiquement ça tourne, mais politiquement c'est abrité par une pensée, celle de l'État, et qui se heurte de plus en plus à des dynamiques non spontanées et non égales socialement, il faudra y revenir aussi là-dessus, hein, de débranchement, de départ. Alors certains vont qualifier ça, le débranchement, hein, de fuite caractérisée. Le partir serait de faible comment dire, fierté politique ou modalité d'être un peu engagé dans la réalité. On y reviendra aussi certainement. Sincèrement, je ne le pense pas. Enfin, tout dépend de ce qu'on veut faire en partant des grands espaces urbains métropolisés. Ce qui est certain, c'est qu'on en est arrivé aujourd'hui à si les grandes villes incarnent la puissance démiurgique des institutions, et notamment des institutions d'État, qui sont pieds et poings liés, globalement, indépendamment des services en question, mais dans la logique d'intervention qui sont pieds et poings liés avec la marchandise, pour faire court, et la croissance. Il nous faut imaginer d'autres formes. Si dans le même temps, vous avez un espace social qui est en train de se poser depuis belle lurette quelques questions sur le sens ou le non-sens que les grandes villes peuvent représenter, sur le fait d'éprouver maintenant corporellement, très directement, sensiblement, les corps sont en souffrance à un moment donné, le fait de ne plus vouloir véritablement continuer à y être employé, à y séjourner,
il y a en fait un champ politique qui s'ouvre, qui est comment s'organiser, alors non pas pour partir, mais qui embarquer et où atterrir, pour faire court. Oui, parce que dans le où atterrir de la tour, j'aimerais bien aussi de temps en temps qu'on pose la question de qui embarquer là-dedans, qui n'est pas toujours posée de mon point de vue. Ça, je le mets comme ça, c'est pour discuter, hein, d'accord ? Bon. Et là, c'est en train de se, revigorer autour, vous en avez certainement entendu parler, de la forme commune, c'est-à-dire des communes libres qu'on a pu connaître par l'histoire, voilà, qui s'organiseraient un peu différemment, qui confédéralement feraient du communalisme libertaire. Vous avez vu aussi Bookchin revenir en odeur de sainteté avec son municipalisme libertaire. Tout ça vous parle ou pas du tout? Ça, globalement? Ouais. Oui? Non? C'est bon. Municipalisme, communalisme, voilà. Donc qui en découdre avec la forme d'État, démantelée de l'État par d'autres institutions qu'il s'agit de conquérir et de commuer par mandat unique, par révocabilité, en révisant assez considérablement l'électoralisme ambiant et le fait qu'on crée des trajectoires ascendantes et des carrières très masculines, hein, généralement politiques. Bon. Là, il y a indéniablement, dans les mondes militants, quelque chose qui est en train, finalement, de vouloir en découdre avec l'État par ce renouveau de la forme commune et du faire commune. Quelle est la question qui est posée, selon moi? C'est que les formes communes, ou les communes, y compris sous l'angle d'un municipalisme, d'un communalisme libertaire, donc d'un anarcho-syndicalisme, puisque c'est derrière ça qui se trame, oui, particulièrement sur le municipalisme libertaire, ou d'un anarcho-communisme, tord aussi ou met de côté d'autres formes politiques qui ont pu exister par le passé. Et alors là, c'est là où je reviens à mes histoires d'échiquier politique et de programmatique politique. Il y a un grand absent, plusieurs, mais de là où je suis, j'en vois un, grand absent dans l'idée de se projeter politiquement différemment, parce que c'est ça, hein, l'idée. C'est tout ce que la paysannerie a produit jusqu'au milieu du XXe siècle. Voilà. Comme type d'organisation et comme forme d'intervention sur le vivant, sur les espaces publics, voilà, mais pas au sens de la place Bellecour ou du Marais ou du Champ de Mars, d'accord ? Et là, il y a des formes parallèles qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'idée de la commune au sens municipaliste du terme, mais qui renvoient plutôt à la communauté. Et notamment la communauté paysanne et villageoise. Et c'est en train de revenir tranquillement, mais difficilement, soyons clairs, parce que idéologiquement, nos débats ne sont pas structurés autour de cette idée-là. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas intégré la matrice écologique et la nécessité de réempaysanner pour pouvoir désurbaniser. C'est bien de désurbaniser, mais si à un moment donné se pose la question de la relocalisation, il va bien falloir aussi produire nos propres éléments de satisfaction, répondre à notre propre subsistance. Et du coup, il y a des formes du politique, telles, je ne sais pas, il y a des dizaines, hein, mais on pourrait prendre le socialisme agraire sur base familiale, par exemple, qui a beaucoup existé à la fin du 19e et début du 20e, qui est une marque autonomiste très revendiquée et très revendicative. Ça pose la question du coup de quelle est la bonne échelle, quelle est l'institution sociale qui permet, est-ce la famille? Il faut se la poser, hein, la question, sincèrement. En tout cas, on a mis de côté d'autres cellules, d'autres foyers qui permettraient de réarmer et de réempuissanter. Et alors, quel serait l'intérêt de se poser cette question-là, plutôt que de toujours regarder en miroir la forme État qu'il nous faut démanteler? En tout cas, c'est ce que je mets sur la table. Après, si vous voulez être en désaccord, j'accepte bien volontiers, j'ai un gilet pare-balles, on peut y aller. Mais il y a la forme État qu'il faut démanteler, et la forme commune qui est globalement encore fétichisée dans des mondes militants, de gauche, pour qui j'ai le plus grand respect, j'en viens, et j'y suis encore un peu, hein, sincèrement, et qui met de côté d'autres options pour le déménagement, et qui me semble, d'un point de vue écologique, beaucoup mieux aujourd'hui préparé, à condition qu'on revigore ça va, qu'on renoue avec des histoires de cette réalité-là. Ça n'est pas un retour en histoire, mais un détour par l'histoire. Et là, la question de la communauté villageoise et de la paysannerie, je ne parle pas de la néo-paysannerie, mais la paysannerie, a beaucoup à nous apprendre sur la manière, tout simplement, de s'organiser de manière un peu démarchandisée, un peu recommunalisée, qui en découle un peu avec la propriété privée. Bref, toutes les institutions et toutes les médiations fétichisées du capital sur lesquelles les communes, même libérées, vont buter à un moment donné. Et l'État, n'en parlons pas, puisque c'est lui le principal acteur de cette réalité-là. Donc, forme commune, forme État. Je prenais l'exemple du socialisme agraire sur base familiale, mais je vous dis, il y a plein d'autres formes. La paysannerie là-dedans. La question reste entière. Comment s'organiser différemment pour faire advenir un déménagement qui de toute façon va arriver, puisqu'à 52 degrés, je ne sais pas pour vous,
Mais je pense que ça devrait être compliqué. Il y en a qui ne suent pas. C'est leur chance, hein, mais ça doit représenter 0,01% de la population, d'accord? Donc ça va arriver. Et plutôt que regarder sous la lumière du lampadaire ou à côté du problème, c'est ce que font les institutions, hein, en continuant à accélérer, toujours dans la même roue, hein, métropolisation, métropolisation, métropolisation et métropolisation. Plutôt que petite musique qu'on entend récemment, ville et campagne, globalement, pourraient trouver une nouvelle harmonie. C'est le discours hein, de l'aménagement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il s'agirait maintenant pour des villes d'aller s'acheter quelques virginités par une ceinture maraîchère ou quelques accords de réciprocité avec des communes limitrophes qui auraient encore quelques arpents à mettre à disposition pour la souveraineté. Bon. Ça, voilà une politique d'État. L'État a cette capacité à s'abstraire de sa propre histoire. C'est d'une puissance mais redoutable. Plouf, plouf, les amis, on oublie l'histoire, on oublie que vous avez été des ploucs, des bouseux et des cutéreux, et on va vous acheter de telle manière à pouvoir continuer. C'est une politique d'État qui est celle prométhéenne, hein, qui remonte à des siècles, voire des millénaires. Bon. Donc le discours du moment, il n'est plus encore tant sur métropolisation, métropolisation, il y a quelques doutes, mais c'est ville-campagne, nouvelle harmonie qu'il nous faudrait trouver. Tout ça reste dans l'aménagement quelque chose qui est purement irénique et prométhéen, encore dans le mythe du progrès. Et les coordonnées qui nous sont dorénavant imposées sont celles de l'humilité, de la responsabilité, de l'abaissement du taux de charge. Il va falloir diviser par 6 nos pressions écologiques. Hein. Il va falloir vivre avec 10 fois moins, parce que c'est ça qui est annoncé. Et on a dans les cultures paysannes, aujourd'hui, un revigorement d'expériences historiques qui, mois pour mois, sont d'une fraîcheur assez extraordinaire s'il s'agit véritablement de penser l'accueil et l'hospitalité lorsque ça va débrancher par dizaines ou centaines de milliers. Parce que je ne suis pas devin, hein, et alors j'aime pas du tout ce type de futuration purement dystopique, mais quand on parle de grande migration 2020 aux États-Unis, des centaines de millions, voire des millions de personnes qui ont quitté les grandes villes. Bon, on ne joue pas dans la même catégorie. Hein. Leur ville moyenne chez nous, c'est pas Paris, mais c'est des grandes villes. Bon. Mais néanmoins, si on étalonne pour essayer de rendre comparable ce qui a priori ne l'est pas, on parle de grande migration 2020. Voilà. En Inde, il y a plus de 10% de la population qui n'est jamais revenue en ville au moment du confinement et de la pandémie. C'est pas pour rien. Hein. Voilà. Ça veut donc dire que cette question de la dévastation du vivant orchestrée par le thermo-industrialisme et le capitalisme en sous-main, et qui remonte à bien plus loin, qui est celle de l'épopée des villes comme facteur de civilisation et métaphysique de transcendance, cette réalité-là, elle ne pourra pas, en théorie, être préparée sur une base qui, communale, retournée contre l'État, du municipalisme ou du communalisme, ne démantèleront pas l'entièreté des institutions, et même plus, l'ordre politique et les subjectivités politiques qui se trament derrière. Parce que même si on retourne par la municipalité, même si à un moment donné on conquiert pour mieux la démanteler, se joue la question de la représentation. Se joue immanquablement la question de l'élection, y compris à vocation unique ou à mandat unique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est avec toutes ces choses-là qu'il va falloir en découdre, parce que fondamentalement, représentation et élection, comme d'autres, hein, socialisation politique, subjectivité politique, sont le ferment ou la traduction immédiate de ce que l'État a créé à l'échelle locale pour mieux diriger de loin. C'est du pilotage à distance. Ce sont les lois de décentralisation. Et globalement, on a des féodalités locales, des baronnies. Voilà. Les intercos sont des baronnies en construction qui ne changent rien dans leur dispositif d'intervention et qui sont plus largement, dorénavant, les facteurs agissants, les bras armés d'un État qui, de là-haut, n'a plus les moyens, mais qui croit encore pouvoir tenir et contenir les passions locales qui, par le vivant, ne manqueront pas, à un moment donné, de se soulever ou de se poser quelques questions. Ça va ? C'est bon pour ce stade-là ou pas ? J'étais au temps 2, je passe au temps 3. Les biorégions. J'ai paumé des gens là ? Si ? Bon. Ça va ? Bon, on y reviendra après, on discutera. Hein ? Ouais. Biorégion. Quel est l'intérêt de la biorégion ? Qui connaît un peu biorégion ? Qui en a entendu parler un peu ? Non, du tout ? Non. Alors, biorégion, c'est... il y a différentes filiations. Il y en a deux majoritairement aujourd'hui. Une nord-américaine plutôt anarchiste ou éco-anarchiste. Une nord-italienne qui est plutôt, on va dire, du socialisme du district. C'est une culture politique propre à la conversion industrielle de la fin des années 60, début des 70, en Lombardie et en Toscane, pour faire court. Il y en a une qui est clairement sécessionniste de l'urbain, qui veut désurbaniser, éco-anarchiste nord-américaine, et une autre qui est plutôt trouver des compromis. Voilà. Les villes pourraient continuer à condition qu'elles se rétrécissent un peu. Bon, je fais très très court. Mais au croisement des deux, on a une définition commune. Une biorégion, c'est un territoire qui est gouverné par la nature et pas par les institutions humaines.
Donc, c'est un espace de vie, hein, soyons clairs, une culture qui non étanche, c'est pas un entre-soi, hein, qui n'est pas fermé sur elle-même, mais qui reconnaît dans son histoire la capacité à apprivoiser et non à domestiquer, à faire monde commun, à bâtir des alliances avec du vivant, notamment par les pratiques de la terre, par certains savoir-faire, par la quête de l'autonomie. Donc c'est quoi concrètement un fond de vallée, un fragment de plateau, une moyenne montagne, une île. Si vous voulez une comparaison, si vous êtes des institutionnalistes forcenés, ça continue à subsister chez nous, ça s'appelle des pays géographiques. On est ici dans un pays géographique, vous en aviez quasiment 500 en France il y a quelques années, vous n'en avez plus que 300, hein, parce que là aussi, hein, c'est fusion-acquisition. Les autorités veulent absolument faire grossir les institutions. Les intercos mangent les communes fusionnent, les métropoles grossissent, les régions sont méga, vous l'aurez compris, il y a bien un processus de croissance derrière. Hein. Bon. Et alors du coup, les pays sont passés de 500 au nombre de 300, mais néanmoins, on peut encore voir dans ces périmètres-là quelque chose qui représenterait indéniablement ce que l'on pourrait considérer être une biorégion, qui est un territoire gouverné par la nature et pas par les institutions humaines. Alors concrètement, ça donnerait quoi? C'est là où, bien évidemment, on n'est pas tous alignés, notamment avec les ouvrages dont je te parlais, là, Wild Project, qui me semblent assez compatibles quand même avec la forme État, ou en tout cas avec certaines institutions qui peuvent être défendues. C'est que si on entérine le fait d'un effondrement qui est déjà engagé, d'une dévastation du vivant qui est à un niveau que l'humanité n'a jamais connu. Je pense, ici, je ne choquerai personne en disant ça. Et que, du fait de cette dévastation-là, on va manquer d'énergie assez rapidement, la matière va être amenée à manquer elle-même, même si ça excave, hein, et qu'il y a quelques intérêts bien sentis derrière. Bref, à 30 ou 40 ans, ça va commencer à bloquer. Il y a des machines qui vont commencer à patiner. Voilà. Il y a des flux qui vont commencer à ralentir, mais non pas parce qu'il y aurait un penseur messianique qui aurait pensé cette chose-là, mais tout simplement parce que l'énergie va être amenée à manquer. Ça va devoir relocaliser, en fait. C'est-à-dire qu'on va devoir rapprocher production et consommation, là où la mondialisation métropolitaine avait tout distendu. Faire venir de 4000 km des bananes en hors saison, c'est quelque chose que vous trouvez assez fréquemment dans les supermarchés métropolitains. Donc s'il s'agit de relocaliser, il va falloir du coup, bien évidemment, composer avec les ressources du lieu, de l'espace de vie. Et c'est là où la biorégion, avec son écosystème, le milieu écologique dont j'ai parlé, une moyenne montagne, un fond de vallée, une île, offre certaines capacités et quelques ressources. Alors bien évidemment, en changeant de régime alimentaire, en se déplaçant beaucoup moins, en partageant quelques véhicules, voilà, pour se déplacer, en construisant différemment. Exemple. Hein. Et toutes ces choses-là, du logement, de l'alimentation, de l'énergie, du déplacement, de fait, par la relocalisation qui va s'imposer, par la démassification et la déconcentration vers laquelle nous tendons, sans pour autant qu'il y ait un programme politique qui parle de cette chose-là, ça va devoir se resituer à un moment donné. Et indéniablement, les biorégions ont une réelle utilité pour repenser des formes de vie, on verra pour les formes politiques dans 15 secondes, mais des formes de vie qui sont des formes de vie qui permettraient justement de diviser par 6 les pressions écologiques que nous avons infligées à la planète en vivant de plus en plus hors sol depuis les espaces métropolitains et en surconsommant en longueur de journée. Indéniablement, les écosystèmes biorégionaux, en tant que culture d'appartenance et culture commune, pourraient être non pas une circonscription, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, je suis contre les institutions, mais pourraient dessiner des espaces et des formes de vie qui seraient resitués dans une écologie, et la bonne écologie cette fois-ci, c'est-à-dire pas l'écologie de bureau, pas l'écologie gestionnaire que l'on a depuis les espaces métropolitains, mais une écologie du vivant qui s'appelle la subsistance. C'est juste ça. Satisfaire très directement de sa main, par les savoir-faire autonomisants, la manière dont nous aurions, ou la capacité que nous pourrions produire directement de quoi nous satisfaire. Et le deuxième intérêt de la biorégion, c'est que, bien évidemment, quand je parle de ça, on peut dire, mais qui définit une biorégion ? Y a-t-il des exemples à la clé? Alors oui, il y a des émergences en ce moment, ça c'est clair. En France, il y a quelques émergences. Comment fonctionne-t-il? C'est là où les filiations nord-américaines et italiennes nous semblent a priori, non pas inutiles, mais pas des plus pertinentes, en tout cas du début à la fin. Parce que bien évidemment, chaque culture nationale a son propre rapport aux ruralités, a construit ses propres campagnes. La paysannerie dont j'ai parlé, elle est particulièrement vive en France, on la retrouve dans d'autres pays bien évidemment. Mais là, en France, il y a indéniablement quelque chose qui pourrait nous y aider. Alors quel serait politiquement l'intérêt d'une biorégion? C'est de confédérer toutes les initiatives qui, de l'alternative radicale, pourraient bâtir des alliances et faire émerger, par leurs propres activités,
leurs propres ressources, les circuits qu'elles utilisent, les filières qu'elles remettent au goût du jour. Une filière forestière, par exemple, qui arrêterait de tout déboiser par des coupes à blanc et par de la monoculture et qui déciderait enfin d'aller faire un peu d'agroforesterie et de polyculture. Voilà. Bon. Vous avez tout un tas d'initiatives qui aujourd'hui, partout en France en fait, c'est ça qui est à la fois rassurant et en même temps dramatique lorsqu'on voit l'état du débat politique, eh ben, pourraient dessiner à l'échelle de leurs espaces de vie ce que pourrait être une alliance de toutes les subalternités en fait. Voilà. C'est-à-dire que tous les lieux de l'alternative, et là-dedans, soyons clairs, vous avez 3 catégories d'acteurs qui sont particulièrement signifiants. On a, tel ici, des lieux qui ont décidé de vivre différemment. Ça va ? Ça, indéniablement, c'est une brique de base pour bâtir les alliances, se mettre en réseau, échanger les pratiques, non pas faire excellence, mais faire expérience, de telle manière à tisser du lien et à voir concrètement quelle géographie ça pourrait dessiner. Il y a un renouveau du mouvement communautaire, il y a des enclaves décentralisées, les ZAD en font partie. On peut y mettre aussi, moi ça ne me dérange pas, on pourra en discuter, mais il y a des écolieux et des écovillages qui par moment sont dans une forme de radicalité. Voilà. Même si en termes, on va dire, de profil sociologique, par moment, ce n'est pas des plus diversement constitués. Mais néanmoins, il y a quelque chose là, du côté des initiatives de l'alternative, qui pourrait faire remonter démocratiquement ce que pourraient être des alliances objectives, comme on disait à la grande époque, et donc accoucher d'un périmètre qui pourrait être un périmètre signifiant, qui serait la base d'une création biorégionale. J'attire votre attention sur une deuxième catégorie d'acteurs. C'est pour ça que je parle des subalternités. L'État, dans sa volonté de continuer, alors non pas à taire, mais à museler ce que pourrait être l'hétérodoxie, la radicalité, a bien évidemment muselé un certain nombre d'acteurs qui, historiquement, avaient de réelles compétences dans les ruralités. C'est ainsi que l'on voit arriver des tiers-lieux culturels un peu partout en France, au détriment des foyers ruraux qui ont plus de 70 ans d'expérience et d'existence. C'est ainsi qu'on voit des acteurs historiques qui ont indéniablement de l'expérience. Sur les 20 ou 30 dernières années, je parlais des pays géographiques, passés de 500 à 300. Ils ont existé, ils continuent à exister, mais ils vivotent avec 3 francs 6 sous. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais néanmoins, elle est claire. Les parcs naturels, on peut en penser ce qu'on veut, mais indéniablement, pourraient être à un moment donné, non pas des alliés de grande envergure, mais des relais sur certaines initiatives. Voilà. Donc, moi, je ne ferme pas l'idée de l'alliance aux institutions, à condition qu'on soit clair sur quelles institutions. Et là, il faut être clair, il y a des institutions qui ont été maltraitées, qui sont totalement subalternisées, et qui commencent à se poser la question de leur propre pérennité, et qui, indéniablement, verraient bien, à un moment donné, de pouvoir s'allier avec d'autres forces, notamment les nouveaux arrivants, les néo-ruralités, qui produisent de l'alternative, un peu radicalisée, mais surtout redonnent vigueur à des territoires que l'on a présentés comme déclinants ou sénescents. Donc une deuxième catégorie à discuter autour des biorégions qui pourraient véhiculer ça. Et puis une troisième catégorie, là c'est pour me prendre et finir là-dessus, les pieds dans le tapis. Vous avez même des communes qui font des choses qui sont par moments, alors elles sont rarissimes, qui ne sont pas inintéressantes. Oui, je dis, je me suis pris les pieds dans le tapis. Il n'y a pas de tapis, mais j'y vais allègrement. Mais de là où je suis, en Bretagne, alors vous avez des fétiches, mais la commune de Trémargat, par exemple, a produit des choses qui ne sont pas inintéressantes. Voilà. C'est l'équipe municipale, en fait habitante, qui a décidé de prendre la municipalité et de la prendre à son propre jeu. Toutes les fonctions ont été revisitées et c'est le groupe d'habitants qui pilote très directement, jour après jour, la municipalité. Bon. Vous avez Birietou, dans les Pyrénées-Atlantiques, si je me souviens bien. Ingersheim, dans le Bas-Rhin. Enfin bon, vous avez comme ça une dizaine de communes qui, en France, produisent des choses qui ne sont pas inintéressantes à aller voir. Donc je ne suis même pas fermé, d'ailleurs qui je suis pour être fermé, c'est une proposition que je fais, sur une troisième catégorie qui est aussi de voir peut-être par moment, mais sous condition et avec vigilance, ce que des communes, telles qu'elles ont été constituées et la manière dont elles déclinent les puissances d'État, malgré ce qu'elles disent, pourraient aussi apporter à la création biorégionale. Donc je me résume sur la biorégion, c'est quelque chose qui, en fait, renoue nature-culture très différemment, à partir de sentiments d'ancrage plus que de propriété, de sentiments d'ancrage qui puisent dans l'histoire locale et qui particulièrement mettent en avant des savoir-faire autonomisants, mais à condition qu'on revoie nos pratiques, nos manières de consommer et les formes de vie. Et le deuxième intérêt de la biorégion, c'est de penser l'espace de référence en termes d'alliance politique.
à partir des catégories qui aujourd'hui repeuplent, on va dire, les périphéries et dont on parle assez rarement. C'est ainsi que vous avez aujourd'hui 3 à 5 000 lieux qui ont ouvert sur les 10 dernières années dans plus de 40% des départements français et qui prônent, de manière assez différente, soyons clairs, la dite alternative. Il y a en fait un foyer, il y a un gisement, il y a quelque chose, là, c'est mon côté extractiviste, hein, excusez-moi, j'aurais pas utilisé ce terme-là, il y a indéniablement, là, un vivier qui, en tout cas, est en train d'expérimenter et cherche les formes politiques de sa propre expérimentation, mais qui annonce indéniablement ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'à 30 ou 40 ans, il va falloir vivre bien différemment, habiter autrement la Terre, voilà, globalement, ouais, ça je pense que c'est en train d'arriver tranquillement, pas pour la majorité, mais en tout cas pour ces lieux-là, c'est ce qui les a déterminés. Il y a coopérer de manière solidaire, ça indéniablement, en révisant toutes les spécialisations et en voyant concrètement comment chacun peut contribuer à l'œuvre collective. Et il y a la question, je ne l'ai pas prononcée, mais on terminera là-dessus, de l'autogestion et de l'autodétermination. Autogérer, à un moment donné, par d'autres savoir-faire, par d'autres cultures politiques. Mais, et je boucle la boucle, il va falloir, si on veut produire des formes politiques adaptées au respect du vivant, en découdre avec l'État, ne pas donner quitus aux communes. Là, j'insiste particulièrement sur la forme commune, y compris du côté du municipalisme libertaire qui me semble dévoyé ou dévoyant par moment, mais je mets ça, on en discutera. Il va falloir revisiter l'histoire et construire aussi, expérimenter ses propres visions politiques, hein, soyons clairs. Et dans ces visions, dans cette expérimentation-là, le nœud aujourd'hui, le verrou, il est que nous avons vécu globalement, on pourra faire un petit sondage juste après, en ville. Et que la ville a instillé en nous des représentations politiques et des manières de se subjectiver, de se socialiser, de faire solidarité. Et qu'il va falloir déconstruire ça en nous, non pas pour le remiser, hein, mais pour fonder d'autres manières d'être en politique. S'il n'y a pas ce chemin dans le départ de déconstruction et de reconstruction, on risque d'être encore dans des formes assez classiques d'organisation politique, ou alors totalement en retrait dans une vie discrétionnaire, retirée, totalement sécessionniste. Et là, je vois bien qu'il y a des intérêts politiques qui poussent à cette chose-là, à cette fragmentation de l'espace social dans l'espace géographique. Ça serait peut-être un moyen de conserver les deux liés que d'imaginer autrement ce que pourrait être à condition de décoloniser nos propres représentations politiques. Voilà l'intérêt troisième de la biorégion, c'est de nous poser clairement la question de nos trajectoires, de notre rapport aux politiques, et d'en découdre aussi en nous sur ce qu'on a emmagasiné dans ce rapport-là. C'est-à-dire la masse, c'est-à-dire la délégation, c'est-à-dire la dépendance, c'est-à-dire les institutions. C'est le seul moyen de tendre vers une biorégion que de démanteler l'ogre institutionnel qui a accouché de nos propres visions politiques du monde. La biorégion a ce travail de décolonisation de nos propres esprits. C'était la fin du troisième temps. Et je m'arrête là. Merci. J'arrive.